Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses pour cette saison 3, vous le savez, aujourd'hui nous sommes à Douai-la-Fontaine. Et qui dit Douai-la-Fontaine dit animaux, et qui dit animaux dit bioparc. Nous sommes avec François Gay, le directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine. On va le retrouver tout de suite, je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour François Gay. Bonjour Jean-Charles. Merci beaucoup de nous accueillir ici au bioparc de Douai-la-Fontaine. C'était ma première question quand on s'est croisés juste avant le début du tournage. Quelle est la différence? On voit beaucoup d'appellations, zoo, parc animalier, bioparc. Quelle est la spécificité ici du bioparc de Douai-la-Fontaine? Alors c'est d'abord lié à notre histoire. On est un parc zoologique depuis plus de 60 ans qui très tôt s'est engagé dans la protection des espèces animales menacées, mais également en parallèle être très attentif à la biodiversité, à la qualité de nos paysages locaux, de notre terroir, et donc on s'intéresse aussi aux espèces animales locales. Donc le bioparc, qu'est-ce que c'est le bioparc? Littéralement, c'est le parc de la vie, et décennie après décennie, mon grand-père puis mon père se sont engagés pour aménager des espaces dans lesquels la vie s'épanouit. Et toutes ces espèces que nous pouvons découvrir au parc, que ce soit les girafes, les zèbres, c'est magnifique, comme les choucas qui viennent nicher des populations locales. C'est quoi les choucas? Les choucas, ce sont des corvidés qui viennent nicher dans les falaises calcaires qui nous entourent. Bien, profitent de cet écosystème et s'y épanouissent. On rappelle que c'était une ancienne carrière d'extraction. Le parc est né en 1961. Ça, c'était là? C'était pas là comme ça s'est pas construit du jour au lendemain? Non, complètement, ça a évolué depuis 60 ans. Les premières carrières, 5 carrières en effet, ont plus d'un siècle. Mais quand mon grand-père s'est intéressé au lieu, il a d'abord acheté une première carrière, celle où sont présentés les okapis aujourd'hui, Okay. Et il a aménagé des petits parcs pour les animaux. Et puis ça a évolué très vite avec mon père, ils se sont mis à agrandir les espaces, à faire rentrer la nature dans ces carrières, la mettre en valeur, pour donner naissance à des paysages très naturels, très immersifs. Quand on achète un nouveau terrain, un champ, on peut aussi creuser et agrandir ces espaces de vie souterrains ou semi-souterrains et les relier par des tunnels. Enfin, l'idée, c'est vraiment de grandir doucement et d'offrir les meilleures conditions de vie pour nos animaux, différentes espèces. Et pour le plaisir de nos visiteurs aussi. Il y a 1700 animaux. Oui, c'est ça, pour environ 150 espèces animales, dont une très grande partie d'espèces menacées. Comment on arrive à faire venir ces espèces ici? Alors les parcs zoologiques travaillent en réseau. Le bioparc fait partie non seulement de l'association nationale des zoos français, donc qui regroupe 105 membres, mais également d'une association continentale qu'on appelle l'EASA, et de l'association transcontinentale qu'on appelle la WASA. Et donc les meilleurs parcs zoologiques font partie de ces associations mondiales. Okay. Nos standards sont très élevés, nos engagements également, et donc nous pouvons... C'est quoi par exemple un standard très élevé, si on doit donner quelques critères? Alors c'est d'abord, avant tout évidemment lié au bien-être animal. Dans quelles conditions on présente nos animaux? Est-ce que nos espaces sont suffisamment riches pour offrir ces conditions optimales, que les animaux puissent développer toute une palette de comportements naturels et grandir de manière qualitative à tous leurs âges de la vie, que ce soit de la naissance de l'animal jusqu'à ses vieux jours. Il faut qu'on puisse subvenir parfaitement à ses besoins, mais c'est surtout aussi accueillir nos publics et diffuser les bons messages, les sensibiliser aux problématiques qui pèsent sur ces espèces menacées. C'est également offrir des bonnes conditions de travail à nos équipes, que ce soit les soigneurs animaliers qui vivent au quotidien aux petits soins pour les animaux, qui sont là tous les jours de l'année, mais également les équipes techniques qui font grandir, enrichissent ces espaces. C'est une entreprise qui est composée de multiples talents, et ces talents donnent naissance à ce qu'est le bioparc aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu d'épanouissement pour le vivant. Ça veut dire que vous êtes très, très contrôlé? Oui, on est très contrôlé, on est suivi évidemment par différentes autorités, de par la présence de ces espèces menacées, Ouais. Mais on travaille énormément, comme je viens d'en parler, avec ce réseau de parcs membres. On échange nos connaissances. Les animaux de ces espèces menacées ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à la communauté internationale des parcs zoologiques. C'est-à-dire que quand, par exemple, si on veut faire venir une girafe, vous l'avez pour une durée précise et vous le savez au début?
Alors on ne le sait pas forcément, mais en effet, nous ne sommes pas maîtres de cet animal. L'idée c'est de recevoir des individus qui peuvent s'entendre avec ceux qui sont déjà présents chez nous, reproduire en évitant la consanguinité, donc on évite de reproduire sans avoir le feu vert de nos autorités professionnelles. Ça c'est important, de garder une génétique saine sur les décennies à venir. Donc quand on reçoit une espèce menacée, voilà, il faut d'abord qu'un comité européen donne son feu vert pour nous envoyer ces individus qui sont extrêmement précieux pour la conservation au niveau mondial. Il faut évidemment qu'on ait les capacités professionnelles pour s'en occuper, mais également les moyens financiers pour investir dans des espaces de vie qui leur conviennent. Et après plusieurs générations de naissance, en effet, ce comité européen, ce coordinateur de l'espèce peut nous demander d'envoyer notre mâle girafe dans un autre parc à l'autre bout de l'Europe. Vous pouvez dire non? Alors, on peut dire non, mais ce serait malvenu. Ouais. L'idée, c'est vraiment de... Oui, l'échange, quoi, le partage. C'est évidemment de partager. Et ces animaux ne sont pas ni achetés ni vendus. Encore une fois, ils ne nous appartiennent pas. Les parcs au niveau mondial ont retiré cette valeur marchande depuis plus de 50 ans maintenant. Donc, on a tout intérêt à contribuer ensemble à cette volonté de sauvegarde des espèces pour pouvoir les admirer dans 10, 30 ans, à venir au bioparc de Douai-la-Fontaine. À sauver ces individus et puis les réintroduire quand c'est possible aussi dans leur pays d'origine lorsque ces espèces ont malheureusement disparu pour de multiples raisons. On a la chance de recevoir le bioparc de 175 000 visiteurs par an et c'est autant d'occasions de sensibiliser ces publics à tous les âges aux causes que nous devons mener dans les pays d'origine de ces animaux, mais aussi sur notre territoire, comment protéger les espèces qui sont de plus en plus menacées. Mais on a des enjeux qui sont bien identifiés et on a des solutions pour pouvoir vivre de manière plus durable, en harmonie dans ces environnements qui sont aujourd'hui très fragiles. Il y a combien de salariés aujourd'hui au bioparc? À tout confondu, on est plus d'une centaine sur la haute saison du mois d'avril à la fin du mois d'août. Mais de permanence, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent au quotidien sur le bioparc. Est-ce que c'était une évidence pour vous? Parce qu'on a parlé plusieurs fois de ton grand-père, ton papa Pierre qui a pris la suite après. Donc toi, tu as toujours grandi dans cet environnement, tu as toujours connu le bioparc. Ouais. Est-ce que rapidement, c'était une évidence que de travailler, que de prendre la suite? Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit et ça m'a tout de suite touché et plu. Donc je n'avais qu'une idée en tête dès mon plus jeune âge, c'était sortir rapidement de l'école. On ne peut pas dire que je rêvais énormément à l'école, je passais beaucoup de temps ici à m'occuper aussi des animaux et à imaginer le parc. Donc je n'avais qu'une envie, c'est de revenir travailler dans l'entreprise familiale et aux côtés de mon père, qui est une personnalité très inspirée et très inspirante. Tu as fait ton expérience quand même avant dans d'autres... Oui, alors j'ai fait tout le cursus scolaire et j'ai pu faire des études d'abord dans le milieu artistique car j'ai toujours aimé dessiner. Ok. Donc j'ai fait l'école des beaux-arts et ensuite j'ai enchaîné sur l'aménagement du paysage dans une école d'architecture du paysage à Blois. Et ça, c'était pour moi une belle révélation parce que j'ai pu faire concorder toutes mes passions, celles du dessin, de la création avec la notion de réponse à un projet pour aménager des espaces de vie pour l'homme, mais également, surtout pour les animaux, ce qui était ma première passion étant né dans le parc. La transition est toute trouvée, donc c'est parfait. Il y a une particularité ici au bioparc, c'est qu'il y a un bureau d'études. Oui. Et ce bureau d'études, il sert à quoi? Alors en fait, on a deux entités. On a au sein du bioparc, on a une équipe technique qui est capable de penser les projets, de les aménager, d'améliorer encore une fois toujours l'existant. On a le bureau d'études qui est parallèle au bioparc et c'est aussi une histoire de famille. J'ai rencontré ma femme pendant mes études dans cette école du paysage et elle en fait a déployé notre savoir pour soutenir des projets à l'extérieur du bioparc chez des collègues, que ce soit en France ou à l'étranger. Tu l'as dit, 275 000 visiteurs par an. Comment on fait pour se réinventer? Parce que on pourrait se dire, bah, ok, j'ai vu une fois les girafes au bioparc, l'année prochaine ils y sont, ce sera toujours des girafes. Comment on fait pour se réinventer et offrir une expérience toujours plus différente aux clients?
C'est une très bonne question, Jean-Charles. Merci, Bravo. merci François, j'apprécie. Alors, non, elle est d'autant plus importante qu'ici on parle de nature. Et si on s'appelle le bioparc, c'est pas un hasard. C'est justement parce que le site a toute son importance. Les parcs zoologiques, depuis 2-3 décennies en France, évoluent énormément, sont de plus en plus implantés dans des lieux dans lesquels la nature peut s'exprimer. Mais ça a toujours été, nous, notre ADN. Et au-delà de venir à la rencontre d'un animal, c'est aussi vivre dans un écosystème qui va nous surprendre. Et donc, c'est bien la façon dont on va voir l'animal, le juste équilibre de la relation entre l'homme, entre le visiteur et l'animal qui doit être travaillé. L'idée, c'est que la part belle soit d'abord donnée aux animaux, Ouais. et que le public, lui, ait la chance de pouvoir les observer, mais tout en restant à sa place. Alors on voit des cavités, des manchots, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a une cascade, je vois l'eau. J'imagine que tout est étudié, il y a un système de récupération d'eau. On fait aussi très attention à toute cette démarche-là. C'est ça, le bioparc est inscrit depuis plus de 10 ans dans une amélioration continue de ses pratiques sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle la certification ISO 14001. C'est assez abstrait, mais concrètement, ça nous permet de mesurer ce que nous consommons, ce que nous rejetons, et d'avoir des pratiques toujours plus écologiques. On a aussi d'autres certifications comme celle, on fait partie du PNR, du Parc naturel régional Loire-Haute-Touraine. Okay. On est également labellisé refuge LPO. La LPO, c'est la plus grande association naturaliste de France. Et donc toutes ces pratiques se rencontrent pour donner naissance, nous, à un cahier des charges extrêmement détaillé, approfondi, de la façon dont on doit travailler aussi au sein de notre parc. Bien sûr. Tu parlais à l'instant de la nature des bassins. Oui, on a de la filtration sur chacun de ces bassins. On évite les produits chimiques, donc filtration mécanique, filtrable comme toute piscine. Mais ensuite, derrière, on a des UV qui viennent traiter, désinfecter l'eau. Et ensuite, cette eau, d'ailleurs, elle est rejetée un peu plus loin sur le territoire des rhinocéros et elle passe dans des bacs plantés de végétaux qui vont finir d'épurer cette eau. Et cette eau est ensuite rejetée dans la nappe phréatique. Donc voilà, c'est une boucle qui est continue, qui est vertueuse et qui nous permet justement d'avoir un impact minime dans notre environnement. Il y a combien de soigneurs au bioparc? Alors, les soigneurs sont une bonne vingtaine. La particularité de ces soigneurs, c'est qu'ils ont aussi cette possibilité d'échanger avec les visiteurs. Okay. Ils sont très compétents. On se rend compte depuis quelques années qu'ils se spécialisent de plus en plus. Et ces connaissances-là, elles sont non seulement capitales pour aider ces animaux, mais aussi pour transmettre au public des informations justes. Donc voilà, on a des formules qui nous permettent d'échanger, de nous connecter aux visiteurs et de transmettre cette passion et ces informations. Oui, c'est vraiment une passion. Petite question, on en parle quand même très rarement en termes de la démographie dans un parc animalier ou bioparc ici, entre les naissances et les décès. C'est vrai qu'on met souvent en avant les naissances, quand il y a des naissances, notamment on voit les pandas, on voit des images à la télé, mais il y a aussi les décès. Comment on gère le décès d'un animal? On a grosso modo plus de 200 naissances par an et on a 100-150 décès. Ça s'équilibre, quoi. Ça s'équilibre. Après, on a beaucoup d'animaux qui sont voués aussi à partir dans d'autres parcs zoologiques, on en parlait tout à l'heure, quand ils arrivent à leur maturité sexuelle. Les décès, ils font partie de la vie. Alors, c'est d'abord toujours de la peine pour les soigneurs qui ont en charge ces animaux, mais la mort fait partie de la vie. Et ça, c'est dans un parc zoologique, en fait, on le garde bien en tête parce que c'est notre quotidien. On doit faire face aux bonnes nouvelles et aussi aux mauvaises. Une question toute bête, mais par exemple, là on est devant les rhinos, un rhinocéros décède. Oui. Comment ça se passe, l'évacuation de son cadavre? Oui. Alors comme pour tout décès dans un parc zoologique, les vétérinaires doivent faire une autopsie. Ils doivent autopsier l'animal et identifier les causes de la mort. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, ces animaux sont mis au frais et peuvent être récupérés par des muséums pour enrichir les collections et en fait donner naissance, leur donner une deuxième vie et qui, toujours dans la sensibilisation des publics, est intéressante. C'est quoi la suite pour le bioparc? C'est quoi les ambitions, les objectifs que vous êtes fixés à 3, 4, 5 ans ou peut-être, je ne sais pas s'il y a un plan 2030 ou 2035, mais... Je pense que mon objectif premier, c'est l'amélioration continue. Oui, on a besoin de gros projets structurants, de nouveautés,
pour redynamiser aussi parfois la fréquentation, mais aussi pour que nos équipes se donnent de nouveaux challenges pour grandir. Mais l'amélioration continue, elle est capitale, y compris dans ces espaces existants, pour rajouter, encore une fois, une vraie diversité à ces lieux qui sont en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que ce sont des paysages vivants et on se doit d'être très attentif pour les enrichir. Et pourquoi? Parce qu'on fait face à un déséquilibre environnemental qui est terrible. On parle de sécheresse, ouais. On parle d'événements climatiques très capricieux et il faut savoir y faire face. On doit travailler plus finement la qualité des aménagements pour le confort des animaux, mais aussi pour le nôtre. Et ce parc doit être un lieu de visite qui doit garder sa fraîcheur et toutes ses richesses à toute saison. Est-ce qu'il y a une volonté d'augmenter de manière significative le nombre de visiteurs ou 275 000, 280, 290, c'est très bien? Alors l'augmentation depuis 60 ans, elle est vraiment douce et régulière. On n'a jamais eu notre fréquentation doublée. L'idée c'est que cette évolution elle se fasse progressive, qu'elle soit naturelle avec l'évolution du parc. On a de temps en temps une occasion d'agrandir le parc et quand je la saisis, car l'espace c'est la clé malgré tout. Et donc quand on agrandit le parc, on peut en effet faire un territoire plus adapté, plus innovant, plus vaste pour des espèces animales qui sont déjà présentes chez nous. Donc ça fait aussi partie des pistes de développement pour le futur. Mais chaque chose en son temps. Je pense que le parc, le bioparc, voilà, il est devenu ce qu'il est en 63 ans. Et je suis la 3e génération. Et j'ai bien conscience que je vais pouvoir continuer à faire avec mon équipe de beaux projets et enrichir ce parc. Mais ça devrait se faire aussi sur les générations suivantes. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, François Guet, tu es le directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine, de nous avoir permis d'être au grand air, de voir ces animaux magnifiques. Et si vous souhaitez faire partie des 275 000 visiteurs annuels, rendez-vous sur le site du bioparc. Prenez vos tickets, vous ne serez pas déçus. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite, bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.